Bonjour à tous, je vous propose qu'on parle très fort pour réveiller Perrine Storm qui dort encore à cette heure-ci et à qui on pense très fort et qu'on embrasse parce que c'est Sonia qui nous accompagne. Bonjour. Bonjour Damien, Salut, bonjour à tous et à tous. Salut. Oui, ça va très bien, c'est le début d'une nouvelle vie. 4 mois d'aventure ensemble, c'est parti. On a réglé le réveil. Tous les week-ends à 5h50, tu vas voir, c'est un régal. Et joli pull, hein, d'entrée, ce rose vif Bam. comme ça c'est On bon. en voit. C'est éclairci un peu parce qu'il fait quand même franchement très noir derrière nous. Même Notre-Dame est dans le noir. Et Pas forcément. froid. Et il est froid. J'ai mis ma cravate bleue d'ailleurs. C'est la cravate Preuve du qu'il froid. fait Le temps tout de suite. Il est 6h, les titres sur BFM TV avec Israël qui continue de bombarder le Liban. L'armée israélienne annonce mener en ce moment même des dizaines de raids. Israël déterminé à continuer de frapper ses ennemis. Selon Netanyahou, après la mort hier d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, nous serons sur place dans un instant. Une semaine après la mort de Philippine dans le bois de Boulogne, le profil du meurtrier présumé se précise. Condamné pour viol en 2022, son avocate à l'époque se confie sur le parcours de ce Marocain de 22 ans. Enfance au Maroc, abandon en Espagne et placement en foyer en France. Des manifestations pour défendre l'avortement hier dans toute la France. Rassemblement organisé à l'occasion de la journée mondiale pour le droit à l'IVG. Des centaines de personnes réunies pour réclamer des garanties au nouveau gouvernement 6 mois après l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est le cauchemar des pêcheurs corses, le crabe bleu qui détruit tous les filets. Il prolifère et si on décidait de les manger? Une journée de séduction et de dégustation était organisée pour faire découvrir cette espèce. Vos rendez-vous dans Week-end Première à 6h10, les sports, Cédric. Sport de combat en l'occurrence, on va parler de la nouvelle désillusion de la star française du MMA, Benoît Saint-Denis, encore battu hier dans une ambiance de dingue à Bercy. Et la culture, Philippe? Ah, j'ai fait péter le budget en matière d'accessoires. Là, tiens, Guigui, tu m'aides. Hop Yes. là. La Suisse, mes Suisse. amis. La Suisse, parce qu'il y a une grande vague de chansons francophones suisses qui débarquent chez nous. On va en parler ce matin. À tout à l'heure. Priorité au direct tout d'abord avec ces images qui nous viennent actuellement de Beyrouth car l'armée israélienne annonce mener en ce moment même des dizaines de raids d'Israël qui continuent de bombarder le Liban après la mort de hier Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Traduction en actes des paroles du Premier ministre israélien hier soir, Benjamin Netanyahou, qui avait annoncé qu'il était déterminé à continuer de frapper ses ennemis. Le point avec Clément Gauvin. Des bombardements en continu. De nuit, comme de jour. Au lendemain de la mort du chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah, tué dans une frappe aérienne à Beyrouth, l'armée israélienne ne relâche pas la pression. Cette attaque a été préparée de longue date, exécutée au bon moment, avec une grande précision. Le message est simple, quiconque menace les citoyens d'Israël, nous saurons comment les atteindre, au nord, au sud et aussi dans des endroits plus éloignés. En quelques heures hier, 33 personnes ont été tuées et 195 autres blessées selon le ministère de la Santé libanais. Symbole de cette nouvelle étape dans le conflit entre les deux pays, le déploiement de ces troupes israéliennes près de la frontière avec le Liban. Il y a 2 brigades, je crois, qui sont prépositionnées. Il y a des troupes, du mouvement de troupes, des réservistes qui montent actuellement sur la frontière. C'est le rôle des militaires d'être prêts, en fait, à tout scénario. De retour à Tel Aviv après l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le Premier ministre Benjamin Netanyahou parle lui d'un tournant historique au Moyen-Orient, laissant planer l'hypothèse d'un conflit plus important dans la région. Au régime des ayatollahs, je dis, quiconque nous frappe, nous le frapperons. Il n'y a pas d'endroit en Iran ou au Moyen-Orient que le bras long d'Israël ne puisse atteindre. Et aujourd'hui, vous savez déjà à quel point c'est vrai. Nous sommes déterminés à continuer à frapper nos ennemis, à ramener nos résidents dans leur foyer et à ramener tous nos otages. Interrogé sur les conséquences de cette escalade des tensions, le président américain Joe Biden a quant à lui lancé un appel à un cessez-le-feu. Et entre Igor Saïri, envoyé spécial de BFM TV à Beyrouth, les bombardements israéliens, donc on l'a appris il y a quelques minutes, Igor, se poursuivent sur le Liban. Absolument, et sur 3 fronts, un peu comme depuis une semaine en réalité. Il y a d'abord le front du sud à la frontière avec Israël, dans la région de Tyr notamment, effectivement, des raids israéliens qui ont été beaucoup plus intenses hier soir et aussi
au lever du jour depuis maintenant 1 heure ou 2. Le front de la vallée de la Beka aussi, toujours des raids israéliens qui frappent extrêmement fort dans ce coin, à la fois hier soir, mais aussi depuis ce matin. Et puis quelques cibles très précises, notamment à Deria, qui est le fief du Hezbollah, dans la banlieue sud de Beyrouth. Nous, hier soir, avec Hortense Gérard, on a entendu des drones au-dessus de la ville de Beyrouth. Et on le sait, les drones, pardonnez-moi, ont deux missions, soit d'observer, soit de viser une cible extrêmement précise. Voilà la réalité du Liban et autour de Beyrouth actuellement, avec beaucoup de réfugiés, beaucoup de déplacés. D'après le responsable de la cellule de crise du gouvernement libanais, il y aurait 1 million de déplacés depuis le début des raids israéliens. Impossible de vérifier ce chiffre, mais nous on le constate à Beyrouth, il y a énormément de déplacés, notamment sur la corniche, sur la plage et dans certains quartiers de la capitale libanaise. Merci beaucoup Igor Saïri avec Hortense Gérard. Et la mort d'Hassan Nasrallah et la fin du nerf. C'est la une de L'Orient le Jour, grand quotidien francophone au Liban. Le pays qui entame une nouvelle page de son histoire et les habitants sur place sont partagés entre la sidération et la peur de l'avenir. Pierre-Henri Holderbaum, Igor Saïri et Hortense Gérard. Dans la population cosmopolite de Beyrouth, les réactions sur la mort du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, sont très différentes entre la communauté chrétienne et musulmane. On est plus fort actuellement depuis l'annonce de sa mort. Ça nous a donné une force supplémentaire. On va vers la victoire, on va triompher. Le destin de tout leader politique est la mort. Après son décès, je pense qu'il ne doit rien y avoir. Josiane est de confession chrétienne. Elle prépare ses affaires pour partir chez son frère, à quelques kilomètres d'ici, car les nuits sont devenues insoutenables. Ça a sifflé toute la nuit et c'est horrible parce que je sentais l'odeur du soufre et je sentais la poussière toute la nuit. Je n'ai fermé l'œil qu'à 6h30 du matin. Depuis l'annonce de la mort du chef chiite, elle craint l'escalade. Est-ce qu'Israël va profiter de ce flou pour faire une incursion terrestre? Je ne sais pas, je suis incapable de le dire, mais c'est sûr que maintenant on est un peu devant l'inconnu. Plus tôt dans la journée d'hier, sur la place des Martyrs à Beyrouth, devenue un lieu de refuge pour de nombreux Libanais venus du Sud. L'annonce de la mort du secrétaire général du Hezbollah a créé un doute. Non, Israël ment. On a 100 Nasrallah, on est tous Nasrallah. La mort du leader chiite a créé la stupeur au sein de la population libanaise et laisse place à l'incertitude. Et on reviendra évidemment sur la situation au Proche-Orient dans le prochain journal. Nous serons notamment en Israël avec Clémence Dibou dans l'affaire du meurtre de Philippine. Cette jeune fille de 19 ans tuée il y a une semaine dans le bois de Boulogne. On en sait plus ce matin sur le suspect parce que son avocate s'est confiée sur son parcours. Oui, elle l'avait assisté lors de sa première condamnation en 2022 pour un viol commis en 2019. Elle revient bien sur son parcours et les polémiques autour du suivi de son client. Luca Campisi et Antoine Forestier avec Pierre-Henri Holderbaum. 5 jours après l'arrestation du meurtrier présumé de Philippine, l'avocate du suspect prend la parole dans les colonnes du Parisien. Taha a connu une enfance particulièrement chaotique. Sans nier les faits, elle dresse le portrait d'un homme brisé. On lui a toujours dit depuis petit que sa mère était morte dans son sommeil. À l'adolescence, le père de Taha l'a emmené en Espagne en lui disant qu'il s'agissait d'un voyage. En réalité, il l'a littéralement abandonné dans la rue. L'avocate souligne le combat de son client pour s'en sortir. Taha avait des capacités intellectuelles élevées, en particulier en mathématiques. Il lisait beaucoup, allait régulièrement à la bibliothèque. Mais quelques mois après son arrivée en France, il est incarcéré. À la fin de l'été 2019, et en l'occurrence à la fin du mois d'août, il va commettre un viol dans un chemin forestier de Taverny, toujours dans le Val d'Oise. Son avocate, déjà à l'époque, se dit aujourd'hui inquiète pour la santé mentale de son client. Il y a plusieurs alertes émises à la justice sur le fait qu'il risquait de s'en prendre à lui-même. On craignait un suicide, pas une récidive. Pourtant, la juge des libertés aurait bien évalué la dangerosité de Taha Walida. Mais faute d'éléments tangibles, elle n'aurait pas pu prolonger son placement au centre de rétention. Compte tenu des faits qui lui ont été reprochés et pour lesquels il a été condamné, il peut encore représenter un danger. Mais il fallait un cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Le suspect est toujours incarcéré à Genève, dans l'attente d'une extradition ces prochains jours.
Des manifestations pour défendre le droit à l'avortement. Hier à Paris et dans toute la France, des centaines de personnes réunies pour réclamer des garanties au nouveau gouvernement 6 mois après l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pourquoi hier? Parce que c'est le 28 septembre et que c'était la journée mondiale pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Parmi les manifestants, les revendications portaient sur un meilleur accompagnement et davantage de moyens financiers. Connaissiez-vous le crabe bleu? Eh oui, ça existe, le crabe bleu. C'est une espèce qui est maintenant bien ancrée en Corse. Ça se mange ou pas? Eh oui, ça se mange, justement. Il est la hantise des pêcheurs car il détruit tous les filets. La solution, c'est celle de Cédric. Le manger. Toujours. Une journée de sensibilisation et de séduction organisée hier. Observation dans un aquarium, dégustation aussi avec des idées de recettes. Il est beau ce crabe, il a l'air très bon. On l'a testé avec Mario Bercher et Lise Breteau. Voici le coupable. Un crabe aux pinces d'un bleu éclatant, mais qui, faute de prédateurs dans cet étang, envahit la réserve naturelle située au nord-est de la Corse. Comme toute espèce invasive, certaines espèces en fait ont quelques capacités. Pour le crabe bleu, elle coche toutes ses capacités. Donc fort taux de reproduction, entre 2 et 3 millions d'œufs par ponte. Capacité de déplacement très importante, entre 5 et 15 km par jour. Taux de croissance très important, donc il peut atteindre un petit crabe d'1 centimètre. 3 mois après, ça devient un adulte. Une prolifération qui a un impact sur la pêche locale. Ça vous fait, regardez. Vous mettez ça dans l'eau, vous prenez plus une anguille. Et les anguilles, on est à 80% de moins que les autres années. Voici donc la solution. Encore. Allez, voilà. Et maintenant, maman, clac. Faire découvrir ce crabe à la chair savoureuse. Oui. C'est une chair qui est fine, qui a vraiment un bon goût, qui est relevée et c'est très agréable. En ce moment, dans cette réserve naturelle, 400 à 500 crabes bleus américains sont pêchés chaque jour. Allez Cédric, sport de combat d'abord avec une grande soirée de MMA hier à Paris, très grosse ambiance, très grosse désillusion du coup. Oui, tout ça sous les yeux d'une superstar. Regardez dans le public à Bercy, un quadruple champion olympique de natation s'il vous plaît. Notre Léon Marchand national, tout sourire avant le grand rendez-vous, le combat principal de cette soirée UFC. Tous les yeux rivés sur Benoît Saint-Denis, BSD qui rejoint l'octogone. Drapeau bleu, blanc, rouge sur les épaules, le tout devant 16 000 personnes en fusion. Une énergie de dingue à l'Accor Arena pour porter l'ancien militaire des forces spéciales. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. 6 mois après une défaite par KO, Benoît Saint-Denis s'incline encore chez les poids légers, terrassé par son adversaire brésilien. Cloué au sol, le Français prend coup sur coup. Il finit le visage en sang, les yeux tuméfiés. Alors, avant la 3e reprise, le médecin fait arrêter le combat à la fin du calvaire. Un vrai cauchemar malgré un public de rêve. Écoutez. Vous êtes le meilleur public du monde, sachez-le. C'est incroyable de vous avoir à nos côtés. Votre soutien est incroyable. Voilà, malheureusement, j'étais un peu endormi au premier round, donc il a fait ce qu'il fallait pour créer suffisamment de dégâts. Je reviendrai plus fort, je suis désolé, bravo à lui. Et voilà, qui vit par l'épée, périt par l'épée. Merci à tous. Ouais, citation de la Bible et on a mal pour lui. Hein. On a mal pour lui, c'est ce que j'allais dire. Les images, elles sont impressionnantes. Ouais. Bon, du foot à présent, Cédric, avec la Ligue 1, il a une soirée parfaite de bout en bout pour Monaco. Oui, un anniversaire réussi. 1924, le club de la Principauté, regardez, qui fête son centenaire, ses 100 ans d'existence. Pour l'occasion, un tifo, des jeux de lumière et puis évidemment les traditionnels feux d'artifice au stade Louis II. Écoutez. Voilà, sur le terrain, pourtant, ça avait mal commencé. Les images de la rencontre, c'est Montpellier qui ouvre le score. Les visiteurs mènent 1-0. Monaco va égaliser à la demi-heure de jeu. Et le but de la victoire, le but d'anniversaire, il arrive comme un cadeau à la toute dernière seconde. 98e minute, la délivrance pour une victoire 2-1 sur le fil. 3 points précieux pour les Monégasques qui reviennent, regardez, à hauteur du PSG en tête du classement. Marseille peut faire pareil ce soir en cas de succès à Strasbourg. Lille a gagné à 3-0 hier au Havre et se retrouve 4e, Damien. Ça doit te faire plaisir. Oui, ça me fait extrêmement plaisir. Je trouve qu'on pourrait en faire un peu plus. D'ailleurs, on va parler de Lens, du coup, qui n'a pas gagné. 0-0 contre Nice. Pas de but, mais il y avait de l'émotion au Stade Bollaert. Oui, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, l'entraîneur de Nice, c'est Franck Hez, ancien de Lens, oui, où il a marqué les esprits et les cœurs pendant des années. C'est un peu comme un membre de la famille qui revient à la maison. Écoutez. L'OGC Nice est entraîné par monsieur Franck Hez.
Voilà. Un public qui acclame son ex, c'est pas si fréquent. On voulait vous montrer cette belle image ce matin. On peut se quitter et être encore en bon terme. Exactement. Merci. C'est le moment de parier sur la course du Quintet Plus. Rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer. Et retrouvez Direct Quintet ce dimanche à partir de 15h15 sur RMC Découverte. Dans un instant sur BFM TV, nous reviendrons sur ces raids qui sont menés actuellement par l'armée israélienne au Liban. Israël qui continue de bombarder Beyrouth 24 heures après la mort d'Hassan Nasrallah. Que faut-il attendre du Hezbollah? Que faut-il attendre d'Israël? Nous serons sur place à Tel Aviv dans un instant. Guillaume, le temps de ce dimanche, très calme. Voilà. Très calme, voilà, pas de précipitation en tout cas, sauf sur la Bretagne tout de même, et des températures très basses ce matin. Vous aurez peut-être parfois à gratter votre pare-brise, figurez-vous. Effectivement, il y a quelques gelées, un ciel qui va tout de même se couvrir par l'ouest et des températures donc qui vont quand même remonter progressivement cet après-midi. On aura jusqu'à 25 degrés par exemple à Biarritz. « 6h22, retour sur le plateau de Week-end Première dans votre rendez-vous santé. On parle aujourd'hui d'une fonction bien utile de notre cerveau, très mystérieuse aussi. Alors peut-être un peu moins grâce à votre invité Margot de Frouville et Alain Ducardonnet, à ceci près que j'ai complètement oublié de qui et de quoi il s'agit. Ça peut arriver, hein. À qui n'a pas oublié un jour où étaient ses clés, son téléphone, ses lunettes, ce qu'il avait mangé la veille. On va en parler avec Florian Manicardi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-champion de France de mémoire 2022 et vous avez écrit le livre Une mémoire de champion aux éditions Alizio. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la mémoire? Au départ, c'était mes études. Je faisais des études de droit et j'avais envie de trouver des techniques pour pouvoir retenir sur le long terme ce que j'apprenais. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait véritablement, ce n'était pas le droit, mais c'était aider les gens à développer leur mémoire, tout comme je l'avais fait. Alors là, vous mettez l'eau à la bouche. Vous êtes vice-champion. Quelle technique vous utilisez? Qu'est-ce qu'on peut retenir, nous? Alors, ce que j'utilise, c'est principalement le palais mental. Alors, le palais mental, c'est assez simple. Il suffit de prendre une pièce que l'on connaît et de déposer des images dans cette pièce. Je vais vous donner un exemple un peu plus simple, par exemple, pour retenir des prénoms. Pour retenir des prénoms, il faut tout simplement transformer le prénom en une petite image. Par exemple, Alain, je vais penser à Alain Delon. Margot, je peux par exemple penser à la reine Margot, ou alors je peux par exemple penser à une amie à moi. Et en fait, cette image, je vais vous la donner, je vais vous la déposer sur vous, et c'est ça qui va me permettre de vous retenir sur le long terme. Et toutes les techniques de mémorisation passent par la visualisation et l'imagerie mentale. En fait, il faut rendre concret une information un peu abstraite. C'est exactement ça. On rend concret l'abstrait. Et le palais mental consiste à déposer ces images dans un environnement que l'on connaît pour savoir exactement où on peut retrouver les informations. Vous vous entraînez tous les jours? Je m'entraîne tous les jours, alors sous différentes formes. Parfois je retiens des chiffres, parfois je m'entraîne avec des dictées, parfois je m'entraîne à retenir des odeurs. Combien de chiffres en 5 minutes? C'est très varié. Alors personnellement, je suis entre 250 et 300. Pour terminer, un conseil, des astuces pour les étudiants notamment qui nous regardent? Alors, pour les étudiants, le plus important, c'est de s'interroger constamment. C'est pas de relire, mais c'est vraiment de s'interroger, vérifier ce que l'on connaît. C'est également essayer de combiner ses mémoires. Il ne s'agit pas de faire juste du visuel, juste de l'auditif. Non, il faut mêler le corps, il faut mêler l'audition et il faut mêler le visuel. C'est en combinant ces mémoires qu'on va véritablement exploiter son plein potentiel. On va essayer? Oui. Moi, je me souviens bien de vous. Moi aussi, ça tombe bien. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Dans l'écho du week-end, un chiffre ahurissant sur le bien-être des salariés et leurs envies de mobilité. Oui, une étude nous dit qu'1 sur 2 a des envies de démission. Erwan Maurice, ça dit autant de choses sur eux que sur la façon dont les entreprises gèrent les carrières.
Vous avez raison, et ce malaise, il est encore plus fort chez les plus jeunes. Prenez les 26-34 ans. Ils sont 6 sur 10 à songer à changer de métier. Alors, il y a une différence entre y penser, bien sûr, et puis, in fine, passer à l'acte. Mais quand même, on voit que le nombre de démissions, eh bien, il a bondi ces 10 dernières années. Par rapport à 2014, on considère qu'il est 2 fois plus élevé aujourd'hui. Chaque trimestre, ce sont en moyenne 500 000 personnes en France en CDI qui franchissent le pas et qui démissionnent. Alors, c'est pas toujours une histoire de mal-être, mais l'évolution de ces chiffres illustre bien quand même cette forme de grande démission dont on parle et ces envies d'aller voir ailleurs quand on est déçu. Alors à qui la faute ? D'un côté, on va dire que ce sont les entreprises et leurs méthodes de management. En France, elles sont encore souvent considérées comme étant trop verticales, trop autoritaires par rapport à celles des pays scandinaves, par exemple. C'est aussi le manque de sens qui pêche dans certaines boîtes, malheureusement. Les directions d'entreprise songent encore à remplir des cases plutôt que d'aider les salariés à se développer professionnellement en leur permettant de suivre des formations, par exemple. Figurez-vous que malgré les obligations légales, ces 3 dernières années, 2 tiers des salariés en France n'ont pas suivi de formation. Mais alors, attention. Parce que ce que nous dit aussi cette étude, c'est que la responsabilité, en réalité, elle est partagée. Elle incombe aussi aux salariés qui sont en situation de mal-être. Ils sont 7 sur 10 à vouloir développer de nouvelles compétences, mais seulement 2 sur 10 en font la demande à leur manager. Le temps, Guillaume. Hier après-midi et hier soir, le ciel se voilait déjà sur l'ouest, notamment en Bretagne. Et c'est ce voile nuageux qui va peu à peu envahir la France dans les prochaines heures, en liaison avec cette dépression qui s'approche ici. Elle est située au large de l'Irlande, avec une journée de transition. En fait, il ne va pas pleuvoir sur la plupart des régions, sauf en Bretagne. Et cet air froid qui part progressivement vers l'est, avec quand même encore des températures très basses ce matin. On avait quelques gelées localement, en tout cas des gelées blanches, mais progressivement ça va se réchauffer. En tout cas, vous voyez ce voile nuageux qui va peu à peu envahir le pays d'ouest en est, avec quand même un ciel lumineux entre les Pyrénées et les régions de l'Est cet après-midi. Et puis des pluies de plus en plus fréquentes ici entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc des températures assez basses ce matin, on avait donc quelques gelées blanches. Et cet après-midi, on aura des valeurs aux alentours de 16 degrés en moyenne sur les régions du Nord. Ça reste quand même très frais pour la saison. Mais ça remonte peu à peu dans le sud jusqu'à 25 degrés. Donc à Biarritz. Très bon réveil avec l'équipe de Week-end Première. Il est bientôt 6h30 à la une. Israël ne relâche pas la pression sur le Hezbollah. Au Liban, des dizaines de raids ces dernières heures encore contre la milice chiite. Les informations de la nuit, l'état d'esprit sur place, les perspectives avec nos envoyés spéciaux et nos experts. On n'était pas préparés, les éleveurs laitiers désemparés face à la décision de Lactalis de réduire ses achats en France. Et si la parade, c'était de vendre sans intermédiaire, des producteurs des Vosges se sont lancés dans l'aventure. BFM TV, les bons tuyaux. Les réservations de TGV pour Noël ouvrent après-demain. Il y aura sans doute très peu de billets à bas tarif. Nos conseils pour ne pas les laisser vous échapper. Mission récupération pour SpaceX. La fusée a décollé hier de Floride. À son bord, 2 astronautes et 2 sièges vides pour ramener ceux qui sont coincés à bord de l'ISS depuis les soucis techniques du vaisseau de Boeing. Et enfin, la Suisse est-elle le nouveau paradis de la chanson française? Il y a eu le sacre de Nemo à l'Eurovision, l'éclosion de Nuit Incolore et la chanteuse Stéphane, qu'on aime beaucoup, vient de sortir un nouvel album. La mort de Nasrallah est un tournant historique, a dit hier soir Benyamin Netanyahou sur le terrain. Pas de changement. Israël a mené des dizaines de raids ces dernières heures contre le Hezbollah. Et en face, les réactions, une immense colère, des appels à la vengeance et quelques roquettes tirées vers Israël. Pas sûr que le Hezbollah ait actuellement les moyens de riposter autrement. Clément Gauvin.